Bonjour à toutes et à tous. Le ministre israélien de la Défense, Moshe Ya'alon, a fait beaucoup parler de lui la semaine dernière en adressant de très vives critiques à l'administration américaine et à sa politique étrangère et aussi, selon les indiscrétions de la presse israélienne, en tout cas en exprimant des opinions plutôt surprenantes de sa part sur l'éventualité d'une opération militaire israélienne contre les installations nucléaires de l'Iran. À l'origine de ces deux affirmations, une seule conviction, celle de la supposée faiblesse de l'administration Obama dans les affaires internationales. Selon le numéro 1 de la défense israélienne, et il rejoint en cela probablement le Premier ministre Netanyahou, Israël ne peut compter que sur lui-même pour contrer la menace représentée par le nucléaire iranien. Cela signifie-t-il qu'une opération militaire d'Israël en Iran est-elle redevenue une éventualité crédible? Nous en parlerons aujourd'hui avec Stéphane Amar, correspondant dans la région de Arte, de BFM TV, il me semble. Bonjour Stéphane. Serge Dumont, correspondant des quotidiens belges et suisses, respectivement Le Soir et Le Temps. Et Benjamin Tobias, du quotidien israélien Yedot Aharonot, un panel entièrement masculin. La semaine dernière, il était entièrement féminin. Voilà, nous compensons. Merci à tous les trois. Avant d'aborder le thème du jour, quelques mots sur ces propos prononcés par Moshe Ya'alon, sur ce qu'il considère être la faiblesse de la politique étrangère américaine. L'administration américaine n'en déborde pas et demande que Moshe Ya'alon s'excuse en bonne et due forme. Stéphane Amar, est-ce que Moshe Ya'alon n'est pas allé un petit peu trop loin? N'a-t-il pas manqué de diplomatie, tout simplement? C'est toujours un petit peu ridicule ces excuses parce qu'on connaît très bien le fond de la pensée de Moshe Ya'alon, c'est ce qu'il dit en général en premier, c'est-à-dire qu'effectivement il estime que les États-Unis, pour le dire assez vite, ont lâché Israël dans cette affaire iranienne et il faut le dire maintenant, autant à un certain moment les positions étaient très proches, les positions américaines et israéliennes dans cette affaire de l'Iran, autant on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux voies complètement différentes qui sont choisies. Washington semble croire en la voie de la négociation, fait confiance aux nouvelles autorités iranienne, pas seulement Washington, le camp occidental dans son ensemble, mais en tout cas fait confiance à cette voie diplomatique et Israël reste convaincu que l'Iran reste un ennemi irrésolu. Plus longuement de l'Iran tout à l'heure, Stéphane, simplement sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on peut qualifier d'incident diplomatique ou de mini-incident diplomatique, Benjamin. Est-ce que Moshe Ya'alon, en parlant de la faiblesse de la politique étrangère américaine, n'a-t-il pas dit tout haut ce que beaucoup en Israël, y compris dans les plus hautes instances, y compris peut-être Benjamin Netanyahou, pensent tout bas? Je suis sûr qu'il le pense. Il n'y a pas aussi un problème qu'il le pense. Le grand problème, c'est que Moshe Ya'alon ne réalise pas pour la deuxième fois consécutivement qu'être ministre de Défense d'un pays comme Israël n'est pas être un journaliste ou un analyste dans la chaîne Fox News. Ça veut dire un journaliste à Fox News ou un journaliste ici peut bien dire ce qu'il pense sur la politique étrangère américaine, mais ce n'est pas le travail d'un ministre d'une alliée des États-Unis, dire que les États-Unis prouvent une faiblesse, envers la Russie ou envers la Chine. Donc il faut être hypocrite, hein, s'il vous suit bien. Il faut dire que tout se passe bien et cacher les critiques qu'on peut avoir légitimement vis-à-vis de la politique étrangère des Américains. Il faut savoir aussi quand même montrer un certain respect pour notre plus grand allié dans le monde. Ça veut dire, de la même façon que Moshe Ya'alon n'aurait pas dit que Poutine a exagéré en envahissant l'Ukraine, peut-être c'est leur avis, ou parler des politiques internes de la Chine, parce qu'il y a un certain respect. Et de la même manière, peut-être où des pays européens ne diront pas nécessairement ce qu'eux, ils pensent sur Obama ou sur la Russie ou la Chine, la même chose. Là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est qu'il y a quand même aux États-Unis des opinions très divergentes. Il y a d'un côté, effectivement, Obama, et il y a le Congrès qui, lui, est beaucoup plus proche de la position israélienne. Oui, mais il faut dans un sens... Enfin, parce que tu sais que c'est quand même pas une raison pour insulter le secrétaire d'État des États-Unis. Parce que... Insulter, vraiment, vous y allez un peu fort. Non, il a dit la première fois que Kerry est obsessif, et bien encore d'autres termes dans le genre. Il était très méprisant et c'est de l'insulte et ça ne se fait pas. C'est de l'insulte? Non, pour moi, c'est pas de l'insulte, simplement exprimer finalement la position israélienne, tout simplement. C'est un pays souverain, Israël, certes, c'est un allié des États-Unis, mais ça ne veut pas dire son valet. Israël peut effectivement dire ce qu'il a sur le cœur, ce qu'il pense, ce qui est d'ailleurs encore plus légitime que c'est justement aussi le sentiment de beaucoup d'Américains. Peut-être pas du président américain, mais d'une grande partie de l'institution américaine. Oui, mais il y a une différence. Je ne pense pas que les Américains étaient énervés par le fait que Moshe Ya'alon parlait peut-être de l'Iran.
l'Iran, par exemple. Le fait qu'il a dit qu'Israël, si Israël n'aura pas de support, on ferait ça tout seul. Ça, c'est légitime. Netanyahou a dit des choses un peu la même chose. Barak a dit des choses qui sont la même chose. Mais il a insulté les États-Unis, en fait, de la politique internationale des États-Unis dans le monde entier. Et ça se fait pas. C'est son côté kibbutznik un peu. Non, mais oui. On reviendra peut-être sur le côté kibbutznik, et d'ailleurs qui est lié à son revirement idéologique de Moshe Yaalon, puisqu'il est issu de la gauche israélienne au départ. Mais revenons, si vous le voulez bien, au dossier du nucléaire iranien. Le débat commence dans un peu plus d'une minute. Ce débat donc sur l'éventualité d'une opération militaire israélienne contre les installations nucléaires de l'Iran. Un petit rappel des faits en images maintenant, signé Cyril Amar. Le verdict est sans appel. Pour Moshe Yaalon, le ministre israélien de la Défense, l'Amérique est trop faible pour stopper la nucléarisation de l'Iran. Nous pensons depuis longtemps que les États-Unis doivent commander des opérations militaires contre l'Iran. Mais les Américains ont fini par entrer en dialogue avec l'Iran et malheureusement, au bazar persan, les Iraniens se sont montrés plus forts. Dès lors, Israël ne peut compter que sur lui-même. Lors d'un discours à l'université de Tel Aviv, relayé cette semaine par le quotidien israélien Haaretz, Moshe Yaalon a plaidé à mots couverts pour des frappes unilatérales contre l'Iran. 48 heures plus tard, le même journal annonçait que le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou avait ordonné à l'armée israélienne de poursuivre ses préparatifs en vue d'une intervention contre l'Iran. 10 milliards de shekels, soit environ 2 millions d'euros, c'est le budget qui sera attribué cette année encore aux militaires israéliens pour enrayer le jour venu le programme nucléaire iranien. Les déclarations de Moshe Yaalon, conjuguées aux fuites dans la presse cette semaine, pourraient donc augurer d'un retour à l'option militaire israélienne, à moins qu'il ne s'agisse d'une manœuvre bien orchestrée pour faire pression sur le groupe des 5+1 qui entamait cette semaine à Vienne une nouvelle série de négociations avec l'Iran. Ma première question, elle s'adresse aux trois journalistes que vous êtes. Il y a quelque chose un petit peu étrange peut-être dans le fait qu'à deux reprises la semaine dernière, on a parlé d'une éventualité, de ce retour de l'éventualité d'une opération militaire israélienne en Iran, et que ce soit le même journal qui soit à l'origine de ces révélations, entre guillemets, à savoir le revirement de Moshe Yaalon sur cette question, puisqu'il était auparavant opposé à une intervention militaire, et puis le fait que Binyamin Netanyahou a demandé à l'armée israélienne de poursuivre, de maintenir ses préparatifs en vue d'une éventuelle attaque. Ces deux informations, elles proviennent du même journal, le Haaretz. Qu'est-ce que cherche le Haaretz, Binyamin ? Parce que c'est un journal qui est considéré comme une bible par de nombreux diplomates et beaucoup de gens qui sont à l'étranger, des observateurs, des commentateurs. Donc c'est un moyen de faire passer le message chez ces gens-là. Moi, c'est ce que je crois. Moi, je pense aussi que c'est une manière de faire passer un message. Il ne faut pas oublier, il y a deux événements qui se passent, qui font des pressions sur le gouvernement israélien. Un, c'est la continuation des négociations avec l'Iran pour un accord permanent à Vienne, qui ont recommencé cette semaine. Et le deuxième, c'est le fait que Kerry doit présenter bientôt un document pour les négociations israélo-palestiniennes. Alors moi, je pense que ça, c'est la manière de l'administration de Netanyahou, en fait, réentrer le sujet iranien au débat international. Vous semblez dire que le Haaretz sert en quelque sorte les vues de Binyamin Netanyahou pour faire pression sur la communauté internationale ? Bien sûr, c'est une manière pour le Haaretz. Il ne faut pas être... Netanyahou et, disons, son administration comprennent très bien comment marche la presse israélienne. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec Serge. Ils savent que Haaretz, c'est un journal qui est lu en anglais. Internationalement. Et ça, c'est beaucoup plus lu en anglais qu'en hébreu. Et le fait que c'est un journal qui est considéré plus académique, c'est justement un message qui est parvenu pour les diplomates, pour le Quai d'Orsay, pour le State Department, pour justement voir leur réaction. Je pense qu'ils sont allés un peu trop loin. Stéphane, vous êtes d'accord avec ce constat ? Moi, j'avoue, je suis très humble sur ce dossier parce qu'on sait finalement très peu de choses. Il y a aussi beaucoup d'informations contradictoires. On vous dit qu'Israël a abandonné cette option militaire. Moi, de mon point de vue, Israël n'a jamais vraiment abandonné. Il a simplement dû laisser passer finalement cette vague diplomatique qui est en train encore de se dérouler, c'est-à-dire qu'il doit donner sa chance. Cette information du Haaretz il y a quelques jours, Netanyahou qui demande à l'armée de maintenir ses préparatifs, je pense que ça n'a jamais été abandonné. Je pense que ça n'a jamais été abandonné, tout à fait. Israël a toujours continué à
préparer finalement une option militaire contre l'Iran. Maintenant, est-ce qu'elle va vraiment être accomplie? Est-ce qu'Israël va attaquer l'Iran? Ça, j'avoue que je n'en sais strictement rien. C'est que justement, à cause de ce que vous dites, je suis d'accord tout à fait. Pourquoi en fait Haaretz publie ça? C'est que tout le monde sait que ça continue. Ça veut dire que quelqu'un a l'intérêt de dévoiler, regarder les options militaires de l'Iran. Peut-être on ne parle pas dans la presse, c'est toujours là. Maintenant, moi, je ne doute pas que les avions israéliens continuent à s'entraîner à attaquer l'Iran. Et je pense que tout le monde le sait. Je suis sûr que les Américains le savent. Je suis sûr qu'ils ont aussi des informations de ce qui se passe ici avec l'armée israélienne. Mais ça, c'est la manière israélienne de dire, on se sent abandonné, on se sent left out dans les négociations avec les Iraniens et on veut que vous nous consultez plus, comme d'ailleurs Obama a promis à Netanyahu ce dernier octobre. Et c'est la manière de dire, regardez, si vous ne le ferez pas, alors on a des autres options, même que moi, personnellement, je ne pense pas que c'est une option réelle. On va en reparler. En d'autres termes, retenez-moi où je fais un malheur. Hein. C'est un peu ça. Mais je ne vous interromps pas, parce que l'heure est venue d'enrichir le débat avec 2 extraits de tribunes et d'éditoriaux parus ces derniers temps dans la presse israélienne. On commence avec Ariel Kahana dans le Maariv. Moshe Ya'alon n'a pas peur de crier que le roi est nu. Ils sont très peu en Occident à oser dire ce qu'ils pensent réellement de la politique étrangère catastrophique d'Obama. Ya'alon, comme à l'accoutumée, dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Après tout, il n'y a que la vérité et qui blesse. Autre extrait d'article dans le Haaretz, si mes souvenirs sont bons, justement, et c'est l'éditorialiste du Haaretz qui nous dit les choses suivantes. Le ministre de la Défense israélien a laissé entendre qu'il soutenait des frappes unilatérales contre les installations nucléaires en Iran. En réalité, une telle option n'existe pas, car Israël n'a pas les moyens d'agir à contre-courant des États-Unis, pas plus dans le dossier iranien que dans d'autres dossiers. Mais alors justement, c'est justement parce que Moshe Ya'alon est parvenu au constat de la faiblesse supposée de l'administration américaine qu'il a changé d'avis et que, d'opposant à l'idée d'une intervention militaire israélienne en Iran, il en est devenu peut-être l'un des partisans au sein du gouvernement israélien. Enfin, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup là-dedans de tactique politique aussi, pour la politique intérieure du pays, parce qu'il tente de se profiler aussi comme futur leader de la droite et comme futur leader des Faucons. Donc, il faut qu'il montre ce qu'il a dans le pantalon. Les arrière-pensées politiciennes, moi, je pense que c'est plus relié au contexte très mouvant finalement de la scène internationale, parce que la faiblesse d'Obama, elle est de plus en plus patente avec cette affaire d'Ukraine et de Crimée, où on a bien vu qu'il y a une impuissance américaine et une montée en puissance au contraire des Russes. Et les Russes sont, eux... Non, en tout cas, l'épreuve de force sur la Crimée n'est pas encore complètement terminée. Hein, mais ça, c'est quand même, c'est un peu lointain. C'est pas à cause qu'il y avait des changements de gouvernement en Crimée que soudain, Ya'alon a dit, tu pourrais le dire même par rapport à la Syrie, mais en Crimée, avec tout respect, n'a rien à voir avec l'Iran. Ça veut dire... Si, parce qu'il y a les Russes derrière et les Russes et l'Iran, c'est un rapport de force qui est complètement différent. D'ailleurs, les Russes ont bien dit que si jamais on les cherchait trop sur la Crimée, mais ils changeraient d'attitude sur le dossier iranien. Oui, tout est lié. Mais de nouveau, ici, ça c'est une manière, disons, c'est juste une raison que Ya'alon a trouvé pour parler de nouveau de la faiblesse. Je suis d'accord, c'est très politique, ça veut dire c'est aussi se montrer, celui-là on comprend mieux que les Américains dans toute la politique internationale du monde, etc. Je ne pense pas que Ya'alon vraiment croit à une option militaire réelle. Lui, comme ministère de Défense, il doit comprendre qu'Israël n'a aucune manière de faire une opération comme ça sans le support militaire clair des États-Unis, pas justement un support diplomatique. Israël n'a pas les vrais moyens. Elle n'a pas des vrais moyens de bombarder, par exemple, des bases comme Fordow, sans des missiles américains, etc. Tout le sens de ce qu'a dit Moshe Ya'alon, c'était que Israël devait se séparer, se défaire de cette dépendance vis-à-vis du soutien américain, du soutien financier. Il a dit que, par exemple, les différents systèmes de défense antimissile israéliens sont financés par les États-Unis, mais sont conçus par Israël. Peut-être que Moshe Ya'alon imagine d'autres sources de financement. Qui va donner les missiles pour attaquer l'Iran? Les Russes, qui aussi construisent, bien sûr, enfin, les centres nucléaires ont moins d'énergie en Iran. Ça veut dire qui va donner? Quand on parle, on devrait être indépendant. Indépendant comment? Mais oui, si on fait le compte, les États-Unis dépensent pour la défense d'Israël 8 millions de dollars par jour. Alors si... Par jour. Il faut faire le compte. Je l'ai fait. Si on met tout ensemble et qu'on divise par 365, ça fait 8 millions de dollars par jour. Et qui va mettre les fonds sur la table alors? Vous êtes en train de nous dire que Moshe Ya'alon, vous, Serge, n'a pas
conscience de... Si, moi je crois qu'il sait très bien tout ça. Simplement, je suis persuadé, mais je me trompe peut-être, qu'il fait de la politique intérieure. Il cherche à s'affirmer comme le futur leader de la droite israélienne quand Bibi ne sera plus là. Et donc, il prend des positions, il prend des postures. Moi, ce que je pense plutôt, c'est que ça traduit finalement cette liberté de ton qui peut te choquer, qui moi me choque pas. Ça traduit le fait qu'au contraire, Israël est de moins en moins dépendant des États-Unis, que ce soit d'un point de vue diplomatique ou d'un point de vue même technique. Parce qu'effectivement, il y a des échanges maintenant de technologie. On n'est plus du tout au temps où les États-Unis fournissaient tout l'armement et les avions israéliens ne pouvaient plus décoller. Les États-Unis ont besoin d'Israël autant qu'Israël a besoin des États-Unis. Il n'y a vraiment pas une interdépendance. Désolé de t'interrompre dans un moment aussi passionnant du débat, mais le temps est venu de laisser la place à l'information sur Act24 News. On se retrouve dans 10 minutes après le journal, après le flash d'information pour poursuivre ce débat dans Tout est dans la presse. À tout à l'heure.